C'est parfait. Alors, comme j'ai vu dans les échanges que nous avons eus, qu'il y avait eu quand même pas mal de discussions sur le concept de croissance, etc., moi, je vous donne mon point de vue un petit peu de praticien, d'ancien de l'INSEE. Le PIB, ce n'est pas terrible, mais ça a quand même une qualité que je trouve extrêmement importante. C'est un concept qui vient du modèle de Solow, qui vient des premiers comptes nationaux américains. C'est que c'est un énorme investissement humain, c'est un énorme investissement en statistiques. On construit des PIB à partir des statistiques annuelles. Et ça, je peux vous assurer que c'est du travail très lourd pour les instituts statistiques du monde entier. Et surtout, il y a eu un effort, disons depuis à peu près 1960, absolument prodigieux, dont on ne parle jamais d'ailleurs, parce que ça n'intéresse personne. C'est vraiment des nuts and bolts, d'harmonisation internationale. La grosse difficulté étant, après la chute du mur de Berlin, de pouvoir intégrer les pays qui auparavant comptaient le nombre de boulons et le poids comme mesure de la production dans un système où les prix jouent un rôle le plus important. Je trouve qu'il est très important aussi de se dire qu'il ne faut pas chercher à faire dire au PIB ce qu'il ne dit pas. Ce n'est pas une mesure du bien-être, ce n'est pas une mesure du progrès social. Le rapport de Stiglitz, de Fitoussi et de Sen est excellent à ce sujet-là. Il montre bien ce qu'on devrait faire d'autre. C'est celui de la création de valeur, c'est un flux. Il devrait, en théorie, ce flux du PIB être égal à la variation de stock, cette stock étant le patrimoine d'une notion qui reste à définir. Alors, je lui vois trois défauts au PIB, puisqu'on veut parler de croissance. Le premier, c'est bien connu, ça ne mesure pas les transactions non monétaires, travail à la maison, etc., etc. Ces transactions non monétaires, il y en a de moins en moins dans nos économies, mais il y en a encore beaucoup. Si on mesurait une croissance en tenant compte des transactions non monétaires, eh bien, elle serait probablement inférieure, puisque c'est une part qui diminue. Donc, c'est moins grave qu'il y a 50 ans. Deuxième défaut, il est plus sérieux, c'est que c'est un produit brut et il n'est pas net. Donc, ce n'est pas net de la dépréciation du capital. Ça, on sait faire, ça existe, on peut trouver ça dans les statistiques sur une base annuelle, pas trimestrielle. Mais il y a aussi le capital intangible. Dans le capital intangible, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet, mais par exemple, tout ce qui est guerre commerciale avec problème de propriété intellectuelle, on en parle beaucoup à propos de la Chine, on en parlait beaucoup à propos du Japon il y a 30 ans, c'est de la dégradation du capital intangible, et ça, on ne sait pas très bien mesurer. Et puis, il y a le capital naturel, et là, on est dans notre sujet, c'est plus compliqué. Et c'est là que je dirais que c'est le défaut essentiel du PIB, c'est son extrême myopie. Voilà, moi, c'est comme ça que je le caractériserais, et je vous en donne deux exemples. Il y a des choses extrêmement importantes dont on ne sait absolument pas mesurer la valeur. J'ai pris deux exemples à dessein. J'ai pris celui de Tartaglia et celui de Pergolèse, Giovanni Pergolèse. Tartaglia a inventé les nombres imaginaires pour résoudre l'équation du troisième degré. Après, Cardan lui a volé les formules, etc. Il est mort dans la misère, pensant avoir résolu un problème intéressant, n'ayant aucune idée qu'en inventant les nombres imaginaires, il ouvrait une des voies de la science moderne. C'est-à-dire, sans les nombres imaginaires, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et donc, la valeur de son invention à l'époque, pourtant, il y avait un marché, c'était zéro. Or, si on prend en compte le futur, c'était une invention absolument phénoménale dont la valeur continue à courir. J'ai pris l'exemple du Stabat Mater de Pergolèse parce que c'est un des chefs-d'œuvre de la musique. Mais il était composé par Pergolèse, qu'il n'a jamais entendu jouer, il est mort après, donc la valeur c'était zéro. Et ça se joue toujours et ça continuera à se jouer sur Paris pendant très longtemps. Donc on ne sait pas faire ça. Et puis il y a la dépréciation du capital naturel. Alors comment le mesurer? Si on a un point de vue que j'appellerais humaniste, c'est-à-dire qu'on mesure les choses à l'aune de l'homme, c'est en théorie la somme actualisée des dommages futurs qui proviennent de l'activité humaine. Et ça, on devrait savoir le faire. Et en fait, on sait le faire, du moins en théorie. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je vais donner juste quelques éléments là-dessus. On ne peut pas mesurer le capital naturel, ça pose d'énormes problèmes conceptuels. Je dis, il y a un point de vue humaniste, mais il peut y avoir d'autres points de vue que le point de vue humaniste. On peut dire, dans le fond, les arbres, ils existent en soi, tout ce que vous voulez, ou bien on peut se poser la question de l'impact que ça a sur le bonheur humain ou sur le bien-être humain dans le futur. Cette idée de tenir compte des dommages de la pollution en les internalisant, en fait, elle avait été déjà lancée par William Nordhaus et par James Tobin dans un papier absolument passionnant de 1973, dans lequel il pose aussi la question de la dimension sociale du PIB. C'est pour dire que c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, mais que c'est des choses qui sont difficiles à faire. Concrètement,
Alors, je ne sais pas s'il y a un acronyme en français. Moi, je me suis dit, on va appeler ça le PIND. C'est le produit intérieur net de la dépréciation de l'environnement qu'on obtient en soustrayant du PIB, pour lequel on a une technologie très sophistiquée et qu'il ne faut surtout pas mettre à la poubelle, la valeur présente des dommages futurs provoqués par les émissions polluantes, dans lesquelles il faut évidemment mettre les gaz à effet de serre, même si le CO2, ce n'est pas un polluant direct, c'est un polluant via l'impact sur le climat. Alors, le paradoxe, si on arrivait à le faire de manière régulière et pour un grand nombre de pays, c'est que, bien évidemment, le produit net de la dépréciation du capital naturel est inférieur au PIB, puisqu'on lui enlève les dommages futurs. Mais pour le taux de croissance, ça peut être l'inverse. La croissance du produit intérieur net de la dépréciation de l'environnement sera supérieure à celle du PIB qui fait la une des journaux quand elle sort, s'il y a une réduction des émissions, par définition. Et donc, attention à ce petit paradoxe. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un papier absolument passionnant toute une collection d'auteurs, un truc assez sérieux qui est paru dans les Working Papers du NBER. Alors, c'est Mohan, Zuller, c'est Zuller qui est, je crois, un des auteurs principaux. Je ne voudrais pas écorcher les noms, mais il est absolument passionnant parce qu'il a fait le travail rétrospectif. Bon, c'est à la fois un papier théorique et un papier pratique, rétrospectif de mesurer le PIB, on l'a, mais de mesurer un PIB net de la dépréciation, enfin net des dommages environnementaux, donc en mettant un prix, etc., sur les dommages futurs. Alors, c'est ce qu'ils appellent EVA. Et regardez les graphiques, là, vous avez la différence de croissance du PIB corrigé de l'impact environnemental de la pollution et le PIB standard. Et donc, lorsque on est au-dessus de zéro, ça veut dire que le PIB vert, allez, appelons-le vert, même si ce n'est peut-être pas le bon mot, la croissance du PIB vert est supérieure à la croissance du PIB. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, aux États-Unis, la croissance du PIB vert a été supérieure parce que les émissions ont baissé et que maintenant, il y a à peu près plus grand-chose qui se passe. Qu'en Chine, c'est exactement l'inverse. Pendant très longtemps, la croissance, après que la Chine eut rejoint l'OMC, la croissance qui a été absolument vertigineuse, comme chacun le sait, s'est faite avec un impact environnemental totalement catastrophique, ce qui fait que la croissance du PIB vert était bien inférieure à celle du PIB, et que maintenant que la Chine commence à prendre les choses sérieusement, peut-être pas assez, mais n'empêche, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Vous pouvez voir que dans le cas du Royaume-Uni, ça a été aussi une différence très importante, et ça a été aussi le cas en France, où quand même depuis un certain temps, il n'y a pas très grande différence entre les deux, et ça tient au fait que l'électricité française est non carbonée. Alors, pour en venir plus directement au sujet que vous souhaitez traiter, est-ce qu'on peut réduire les émissions sans réduire le PIB? Donc, c'est la thèse du découplage. Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que le changement climatique, si c'est à ça qu'on s'intéresse, il n'est pas produit par la croissance, il n'est pas produit par la consommation ou la production d'énergie, mais par les émissions de gaz à effet de serre. Donc je pourrais imaginer des économies imaginaires dans lesquelles on ne ferait pas grand-chose, mais on produirait des gaz à effet de serre, et bien dans ce cas-là, ça produirait un changement climatique, et même s'il n'y avait pas de croissance. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est comment réduire les émissions. Est-ce qu'on peut le faire sans que le PIB baisse? Eh bien, ce que je vais quand même vous montrer, c'est juste des mesures statistiques, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays développés depuis 2000. Il se passe exactement l'inverse dans les pays en développement, et tout ça pour des raisons bien compréhensibles. Alors évidemment, il y a un problème de mesure dont vous êtes probablement familier, c'est que la mesure qui fait un petit peu autorité pour les émissions, c'est les émissions territoriales, tout simplement parce que ça, on sait mesurer. Enfin, on sait bien le faire pour le CO2, pour le méthane, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on sait bien le faire. Mais ce n'est pas le bon concept, puisqu'il est complètement aveugle par rapport aux fuites carbone, c'est-à-dire aux délocalisations, etc. Et donc, le bon concept, c'est l'empreinte carbone, c'est-à-dire c'est les émissions territoriales corrigées du contenu en carbone des importations qu'on ajoute et en enlevant celles des exportations pour éviter les doubles comptes dans les statistiques internationales. Alors ça, c'est le bon concept, mais évidemment, calculer le contenu en carbone des importations, c'est plus compliqué. Ça pose des problèmes statistiques assez redoutables. Donc, il faut simplement reconnaître que c'est plus incertain. C'est le bon concept, mais c'est plus incertain. Donc, il peut y avoir quelques divergences. Alors, j'ai pris comme source, il y avait des divergences, mais elles ont, en ce qui concerne la France, elles ont été beaucoup réduites depuis une publication récente des calculs pour la France. Donc, j'ai pris comme source le Global Carbon Project, qui a l'immense avantage de traiter tous les pays. L'OCDE ne fait pas pour tous les pays.
C'est une équipe extrêmement sérieuse. Bref, il faut bien prendre quelque chose. Et je vous donne les chiffres pour l'empreinte carbone, c'est-à-dire pas pour les émissions territoriales, mais pour les émissions territoriales corrigées du commerce extérieur, donc dans lequel on tient compte du carbone qu'on importe quand on achète, je ne sais pas, un produit qui vient de Chine ou une voiture, dans le cas français, qui vient d'Allemagne. Et regardez les chiffres à gauche. France, moins 19% entre 2000 et 2019. On vient de recevoir, il y a quelques semaines, les chiffres de 2019 du Global Carbon Project. Donc, très intéressant de voir que dans tous les pays de l'Union européenne, la baisse est très forte, qu'elle est bien moins forte au Royaume-Uni, qu'elle est moins forte dans l'OCDE dans son ensemble, parce qu'il faut rajouter le Canada, l'Australie, etc. Et c'est quand même très intéressant parce que les pays où il y a une politique volontariste de prix du carbone en particulier ont des réductions beaucoup plus fortes que les pays où il n'y a pas cette politique volontariste. Aux États-Unis, par exemple, la Californie est très en pointe. Enfin bon, au niveau fédéral, comme nous le savons, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, pour le monde, les émissions ont augmenté de 45%, et ce n'est pas bien compliqué. Les pays qui sont maintenant parmi les plus gros émetteurs, j'ai sélectionné les plus gros émetteurs en proportion des émissions mondiales, sont des pays à très forte croissance et où il n'y a quasiment pas de mesures prises pour réduire les émissions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et vous voyez, les chiffres sont absolument énormes. La Chine, l'Arabie saoudite, c'est plus de 200%. Beaucoup de pays, c'est un doublement. Le Pakistan, la Malaisie. Bon, bref, l'Asie en général, mais pas seulement, est la zone où les émissions progressent le plus. D'ailleurs, OCDE, on est à moins 8 et hors OCDE à plus 130. Donc, à la question, est-ce qu'on peut? Bah oui, on y arrive. Et c'est quand même intéressant de voir que le signal prix, ça marche remarquablement bien. On l'avait vu d'ailleurs lors des chocs pétroliers. Les chocs pétroliers ont provoqué une réduction de la consommation de pétrole par unité de PIB à laquelle personne n'aurait pensé que ce fût possible. Le signal prix, ça marche extraordinairement bien. Et moi, c'est un petit peu la thèse que j'ai développée dans cette note pour Montaigne, la stratégie optimale pour l'Union européenne, c'est évidemment un prix du carbone élevé et croissant. Alors, comme on a le système d'achat de droits à polluer, le Cap and Trade, ETS, il faut lui ajouter un plancher. D'ailleurs, c'est ce que les écologistes allemands avaient proposé dans la coalition allemande, et vous avez peut-être vu que c'est ce que les Allemands vont faire pour leur propre pays, et ça serait quand même intelligent de faire ça pour l'ensemble de l'Union européenne, puisqu'on est supposé avoir un marché unique. Alors évidemment, pour qu'il n'y ait pas de fuite carbone, il faut qu'il y ait l'ajustement aux frontières, parce que s'il n'y a pas d'ajustement à la frontière, les industriels demandent des quotas gratuits, et on est dans une espèce de jeu de passe-passe. Donc il faut l'ajustement aux frontières. Deuxième élément, il faut redistribuer le dividende carbone, que ce soit les royalties de l'ETS, que ce soit les taxes carbone. Il y en a dans toute l'Union européenne, c'est plus de 100 € en Suède, c'est 45 ou un petit peu moins en France. Bref, ça a des champs qui sont divers, ça fait partie d'ailleurs des problèmes. Mais la redistribution est absolument essentielle pour deux raisons. D'abord, pour l'acceptation d'un prix du carbone, mais aussi pour éviter les distorsions en termes de revenus. La taxe au prix du carbone a l'immense avantage de pénaliser beaucoup plus les gros consommateurs de carbone, qui sont aussi les gros revenus, mais bien que ce soit de ce fait-là redistributif, il y a des problèmes de redistribution horizontale qui justifieraient de concentrer la redistribution sur les bas revenus. Mais il faut aussi qu'une partie de l'argent collecté soit consacré, et ça je vais y revenir parce que c'est extrêmement important, au transfert vers les pays en développement et à l'investissement en recherche et en innovation et pas à la production. Subventionner la production, c'est toujours une erreur parce que ça aboutit à d'énormes distorsions, à du gaspillage. Il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, qui marchent très bien d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Greenpeace, qui produit du gaz et donc qui est devenu en fait une partie du lobby gazier. Donc il faut financer la recherche, l'innovation, parce que c'est de ça que viendra les solutions dans le futur. Et le dernier élément, c'est le club carbone. Et ça devient possible du fait que la Chine a introduit son propre ETS, alors avec des prix qui sont pour l'instant dérisoires, mais du coup, ça donne de l'espoir. Et c'est possible avec les États-Unis, avec cette administration-là, bien qu'il y ait une forte réticence américaine à imposer un prix du carbone. Biden en avait dans son programme au début et il l'a enlevé. Pour l'OCDE, c'est quand même cette stratégie du club carbone, c'est une idée qui vient à nouveau de William Nordhaus, sur laquelle il faut miser, à mon avis, c'est bien vers là qu'on ira. Et alors, la question qui est absolument essentielle, c'est que tout l'argent qui est récolté
et c'est des sommes absolument énormes. Hein. Si on valorise à 70 € la tonne de CO2, tout le CO2 qui était émis dans l'Union européenne, ça nous fait des sommes absolument faramineuses, collectées annuellement. Une partie que je n'ai pas évaluée, mais qui est extrêmement importante à considérer, doit être consacrée au transfert de technologies vers les pays en développement. J'en ai eu beaucoup de discussions avec des économistes indiens, l'Institut Montaigne. Leur réaction était toujours de dire oui, c'est bien gentil, hein, mais aidez-nous à financer la transition énergétique. Sinon, peu de chances qu'on le fasse. Alors, je tiens aussi quand même à dire que même s'il s'agit d'un phénomène qui est mondial, par définition, le CO2 qui est émis au Luxembourg est le même que celui qui est émis à Shanghai ou à Mumbai, il y a quand même de très grandes différences entre les pays. Et voilà les calculs. Alors, ils sont faits pour 2018, je n'ai pas eu le temps de les mettre à jour pour 2019, à partir de Global Carbon Budget, où je regarde l'empreinte carbone. Alors, c'est seulement carbone, vous allez voir pourquoi c'est important. L'empreinte carbone d'un certain nombre de pays que j'ai choisi parce que j'ai pensé que c'était intéressant. Et ceci pour souligner que la Chine a une empreinte carbone par habitant qui est bien inférieure à celle des très, très, très gros consommateurs, ou en tenant compte des importations, puisque là, je parle bien d'empreinte. Vous voyez quand même, les États-Unis, c'est à peu près 3 fois l'empreinte carbone de la France, et je parle par habitant. L'Allemagne, c'est 50% de plus que la France. La Suisse, que beaucoup de gens croient très vertueuse, pas du tout. Les Suisses importent à peu près tout leur contenu carbone, ce qui fait que leur empreinte carbone, elle est absolument catastrophique. En revanche, vous voyez que la France est plutôt bien située, donc il faut faire un tout petit peu attention dans les préconisations de politique économique. Il ne faut pas oublier où nous nous trouvons. Alors, je vais quand même donner quelques doutes, exprimer mes doutes sur la décroissance. J'avais écrit un papier pour Telos disant que c'était une mauvaise idée, donc c'est l'objet de notre débat. Je vais le reformuler. D'abord, le débat, il est ancien. Il a commencé avec Malthus, qui était un excellent statisticien, un bon mathématicien et un bon économiste aussi. Bon. Et puis, il y a eu le rapport Meadows. Alors ça, je peux vous dire que je m'en souviens bien, du rapport Meadows, parce que c'était à une époque où je m'occupais pas mal de ces choses-là, mais sous un aspect un peu différent. Hein. Je faisais partie de ceux qui militaient et qui manifestaient contre le réacteur Superphénix à Crest-Malville, où un de mes camarades a perdu d'ailleurs la jambe. C'est un débat qui est ancien et je ne trouve pas qu'il y ait énormément de nouveaux dans ce débat. Mais enfin, il y a des concepts qui sont arrivés et Timothée en est certainement un représentant. Deuxième chose, ça ne se décrète pas tellement la croissance ou la décroissance. Hein. Ce n'est ni l'alpha ni l'oméga, c'est un petit peu le résultat de ce qui se passe, on le mesure ex post. Alors, s'il s'agit de polluer, de pénaliser les gros pollueurs, eh bien ça, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi ignorer ce que nous dit la théorie économique qui a extraordinairement bien marché pour dépolluer les rivières américaines avant la guerre, hein. C'est la théorie de Pigou, c'est internaliser les externalités. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça marche très bien. Et pourquoi donc ne pas y recourir? Je signale que pour la redistribution du revenu, mais ça tout le monde le sait, la France est championne. Donc si on veut redistribuer en plus, eh bien, il faudra bien réfléchir pour notre pays à la faisabilité politique. Mais surtout, le point que je voudrais souligner, c'est que allier la pénalisation de la production de CO2 et la redistribution, c'est précisément le dividende carbone. Et donc, je trouve que là, on dispose évidemment de la bonne idée, la difficulté étant de la mettre en œuvre progressivement. Et puis, il y a des incertitudes que je voudrais souligner. Alors là, je suis sur un terrain qui est peut-être un peu plus mou, sur lequel il est difficile peut-être de dire des choses avec une grande certitude, mais voilà la question que je me pose. Si la croissance, à la suite de telle ou telle décision, était réduite dans les pays, les seuls qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire dans les pays développés, est-ce qu'on pourrait allouer des ressources suffisantes à la recherche et à l'innovation et surtout au transfert de technologies? Je crains que non. Je crains qu'on se retrouve à la portion congrue. On est déjà pour la recherche, je crains en Europe, à la portion congrue. Et si la recherche et les transferts sont insuffisants, alors je pense qu'on n'arrivera pas à la neutralité carbone, tout simplement parce qu'il y a d'immenses ressources en charbon. Et je n'ai pas mentionné la Russie, mais la Russie en a aussi beaucoup, même si c'est le champion du gaz naturel. Mais l'Inde en a énormément, l'Afrique de l'Est en a énormément. Et une grande partie du monde est dans la misère, elle a besoin d'énergie, elle utilisera son charbon, sauf si les transferts de technologie financés par les pays développés lui permettent d'avoir des solutions alternatives. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon quantum de temps, mais en tout cas, c'était ma conclusion. C'est parfait, vous êtes